Éthique et Smart vous est présenté en partenariat avec Soprasteria Next pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éthique et Smart, l'émission de l'éthique numérique et de la responsabilité des entreprises. La crise que nous traversons montre à quel point la transformation des organisations, la digitalisation des processus sont cruciales. Elle pose aussi de nombreuses questions autour de l'accès au numérique. Et c'est justement le thème que nous abordons aujourd'hui, accessibilité numérique et innovation sociale. C'est parti, c'est Éthique et Smart. Et pour poser les enjeux de notre émission, j'accueille notre expert Abraham Hamzaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes partenaire santé sociale emploi chez Soprasteria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. De quelle population on parle? On peut peut-être commencer par là, quand on parle d'innovation sociale, de population fragile, de quelle population on parle? On parle des fragilités professionnelles, donc c'est des personnes qui n'ont pas un parcours continu, qui ne sont pas parfaitement insérées dans le monde professionnel, même certains sont même très éloignés. Il y a des personnes qui sont restées 10-15 ans sans activité professionnelle. On parle aussi des personnes qui vivent des difficultés sociales, qui ne vivent pas donc dans un environnement familial stable. Et on parle aussi des personnes parfois qui ont connu la rue. Donc l'idée, c'est véritablement d'essayer d'identifier celles qui sont les plus éloignées du monde du travail et qui ont des difficultés sociales, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut les inclure grâce au numérique auprès des services numérique. Effectivement, parce que l'inclusion sociale, c'est aussi un mot qu'on va beaucoup employer. Vous avez travaillé dans des cabinets ministériels chargés de ces questions. L'innovation sociale, ce n'est pas un mot qu'on emploie forcément tous les jours. Comment vous définissez l'innovation sociale? L'innovation sociale, en fait, vise à répondre à un problème, à un besoin non satisfait, un besoin social ou économique non satisfait, qui n'est pas aujourd'hui pris en charge par les pouvoirs publics, qui n'est pas pris en charge par les entreprises. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'identifier, en partenariat avec les associations qui œuvrent dans le champ social, des moyens et des solutions pour répondre justement à ces besoins non satisfaits. De quel service on parle? On peut très bien parler de l'accès à la complémentaire santé solidaire, donc à la couverture maladie. Ouais. On peut parler également à l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi, tout simplement. Et donc c'est ces services-là essentiels qu'on essaie véritablement, sur lesquels on travaille, nous précisément, dans le cadre de nos expérimentations. Alors parmi les thèmes dont on va parler dans Éthique et Smart aujourd'hui, il y a la question des capacités de celles et ceux qui doivent accéder justement à ces services essentiels. L'inclusion sociale, est-ce que vous diriez que ça suppose de s'adapter aux capacités de chacun, en quelque sorte, c'est-à-dire d'inverser peut-être la logique? Oui, tout à fait. Il s'agit en fait de lever le biais ou les discriminations implicites souvent à l'inclusion de ces personnes, c'est-à-dire ne pas poser des conditions excessives sur les diplômes, sur l'expérience professionnelle, sur les capacités des personnes. Ce qui est plutôt intéressant, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les réelles capacités de ces personnes et en fait ensuite leur confier des activités ou des tâches qui correspondent à leurs capacités et justement à les aider aussi à développer ces capacités, parce que ces capacités ne sont pas fixes, elles peuvent évoluer, elles peuvent s'améliorer, elles peuvent augmenter dans le temps. Et donc l'idée, c'est véritablement de se dire, c'est comment est-ce qu'on construit une relation de travail à partir des capacités des personnes, plutôt que de leur imposer une manière de travailler, un processus prédéfini, uniforme. Oui, l'autre chapitre, c'est évidemment, vous l'avez un peu évoqué, mais c'est le rôle du numérique. Ça peut être, parce qu'on parle de fracture numérique, c'est une réalité, ça peut aussi être un vecteur de progrès social. Tout à fait. Alors quand on parle véritablement d'inclusion sociale d'abord, donc c'est vraiment quel est le problème d'inclusion qu'on souhaite traiter, et après on s'intéresse à la notion du digital. Ce n'est pas nécessairement améliorer les services, améliorer l'interface ou les téléservices ou les services en ligne, parce que parfois, quand on connaît les populations, on voit que leur problème, c'est par exemple, ils ont peur tout simplement de donner des informations sur eux, et peur de quoi? De perdre des droits, perdre par exemple le revenu de solidarité active, perdre d'accéder à la complémentaire santé solidaire. Donc il y a une peur, et donc même, vous avez beau améliorer l'interface, vous avez beau faire le meilleur design numérique que vous pouvez, mais en fait vous n'avez pas résolu le problème de la peur et de l'accompagnement et de la qualité de l'information que vous leur donnez. D'accord, donc on n'a pas résolu cette question, mais c'est quand même un outil de progrès. C'est-à-dire que quand il est bien utilisé, ça peut être un outil de progrès social. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on voit sur le terrain, auprès des associations qui s'occupent de ces problématiques sociales, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Même les organismes publics ont des solutions. Mais le problème de ces solutions, c'est qu'elles s'adressent à un public très restreint. Et
le numérique peut être un vecteur de progrès dans le sens où on peut passer à l'échelle, c'est-à-dire en fait des solutions qui fonctionnent avec 20, 30, une centaine de personnes, on peut démultiplier le bénéfice de l'accompagnement ou des services proposés par ces organismes ou par ces entreprises grâce au numérique. Et c'est ça véritablement qu'on vise à faire. Nous, Soprasteria, en fait, nous, on a des capacités industrielles et pour nous, c'est d'identifier les solutions innovantes qui existent dans le monde associatif pour arriver avec notre compétence dans le digital et les aider à passer à l'échelle. C'est véritablement ça ce qu'on cherche à faire. À dupliquer les bonnes solutions. Restez avec nous, on va ouvrir un peu plus le débat et creuser les thèmes que l'on vient d'aborder, qui sont les thèmes des tickets Smart aujourd'hui, accessibilité numérique, innovation sociale. Le débat d'éthique et smart, et j'ai le plaisir d'accueillir Judith Laure Mamoumani, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le Fonds d'investissement social et solidaire de la Maïf. Bienvenue avec nous également en visioconférence Roxane Martin, bonjour. Directrice activité conseil chez WeTech Care, start-up sociale issue d'Emmaüs Connect. Et évidemment, Abraham Hamzaoui est resté sur ce plateau pour représenter Soprasteria Next. Judith Laure Mamoumani, quand on parle d'investissement solidaire, d'investissement à impact, quel rôle joue cet investissement dans les défis qu'on a évoqués avec Abraham tout à l'heure, c'est-à-dire l'accessibilité aux services en général? Il joue un rôle absolument essentiel, puisque en tant qu'investisseur à impact, notre rôle, c'est vraiment d'identifier les startups, les entreprises qui développent des produits et services d'innovation sociale et de les accompagner dans leur changement d'échelle. Justement, en tant qu'investisseur à impact, en fait, on valorise vraiment cette innovation sociale. On est attentif, évidemment, dans la sélection, mais aussi dans tout le pilotage, finalement, de la vie de la participation. Donc, une fois que c'est investi, au maintien de cette innovation sociale. Donc, je pense que, évidemment, je vais vous dire que mon rôle est essentiel, évidemment. Non, mais on n'en doute pas, en plus. Vous n'avez pas besoin de nous convaincre. Ne vous inquiétez pas. On va rentrer, on va, grâce à vous, donner des exemples qui sont très concrets au cours de ce débat. Le fonds, il a d'abord été pensé pour soutenir l'économie sociale et solidaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Le fonds, il a été créé en 2013. Donc, c'est un fonds donc le fonds Maïf Investissement Social et Solidaire, c'est le fonds à impact de la Maïf, donc qui a pour Maïf pour unique actionnaire, unique décisionnaire. Il a été créé en 2013, donc bien avant que la Maïf devienne entreprise à mission, quand la Maïf s'est vraiment dit on a un rôle à jouer dans le soutien à l'économie sociale et solidaire. Depuis 2013, donc ça fait quand même 8 ans, le fonds il a considérablement grandi, mais il est resté fidèle à son ADN de financeur à impact. Et maintenant, on investit dans tout projet, au-delà du statut pur de l'économie sociale et solidaire, on investit dans tout projet à impact. D'accord. Roxane Martin, l'innovation sociale, ça veut dire quoi pour une entreprise, pour une start-up comme WeTech Care? Alors, pour nous, en fait, il y a un positionnement qui est un petit peu à mi-chemin entre le premier constat qui était celui de la fracture numérique et puis un deuxième constat qui était la conviction que le numérique peut vraiment être utile et notamment au public fragile. La conjonction de ces sphères, on va dire, c'est vraiment de pas penser solution unique, mais de penser parcours et d'avoir vraiment une approche qui est adaptée à l'éloignement numérique de chacun. Tout le monde n'est pas déjà dans la même situation d'éloignement numérique. Donc on a aussi des parcours en fonction de ces niveaux d'éloignement. Et puis à partir de ce moment-là, on peut effectivement imaginer des parcours qui s'hybrident de plus en plus et qui intègrent le digital pour avoir plus de personnalisation, pour avoir aussi des capacités de mobilisation du public qui sont différentes, parce qu'on a le sentiment que c'est aussi ça un des challenges aujourd'hui de l'action sociale notamment, c'est d'arriver à passer le pas de freins tels que le non-recours, tels que la proximité ou la continuité du lien avec certains publics. Et ça, on a la conviction que le digital peut être un levier. Alors, ça passe par quel type de service? Si on rentre là aussi, on va essayer d'être concret régulièrement dans ce débat. Quel type de service vous proposez?
Alors, chez We Take Care, on intervient sur deux grands dispositifs. Un premier dispositif qui s'appelle Les Bons Clics, qui est une plateforme de ressources et une plateforme média à destination de toutes les structures qui souhaitent accompagner sur l'inclusion numérique, donc des personnes qui sont en fracture numérique et qui auraient besoin d'acquérir des compétences pour pouvoir accéder à un certain nombre de services. Là, le challenge, c'est la proximité. Donc, on aura réussi notre challenge si on arrive à outiller un maximum de structures qui peuvent intervenir au plus près des publics. Et puis on a un deuxième dispositif assez fort qui s'appelle le déclic. Et le déclic, c'est un dispositif qui est vraiment centré autour des publics en insertion et notamment des jeunes en insertion, en recherche d'emploi et de formation. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre le digital au service de ces jeunes dans le sens où il permet d'accéder beaucoup plus facilement et de manière plus permanente à un accompagnement qui mobilise des bénévoles. Donc là, en fait, on essaye d'abaisser la marche à franchir pour des bénévoles qui souhaiteraient s'investir et accompagner des jeunes de manière assez fluide, de manière assez continue, et de permettre à ces jeunes, au contraire, de trouver des réponses rapides et d'être mis en relation avec des professionnels qui peuvent les aiguiller. Alors la question de l'accessibilité numérique, je vais m'appuyer sur un document de l'exploratoire de Sopra Steria Next, c'est le do-tank de Sopra Steria Next. 50% des activités professionnelles, alors regardez ces chiffres, sont aujourd'hui automatisables. 90 millions d'actifs européens, c'est vraiment un chiffre qui m'a marqué, 90 millions d'actifs européens vont devoir acquérir de nouvelles compétences dans les 10 prochaines années. Abraham Hamzaoui, ça veut dire qu'on parlait tout à l'heure des publics fragiles, mais finalement cette question, elle concerne de plus en plus de monde. Mais c'est exactement, vous mettez le doigt quand vous m'avez posé la question sur le public. En fait, on s'intéresse aujourd'hui dans une logique un peu de conception qui s'appellerait extreme user, c'est-à-dire des utilisateurs dans une situation extrême. Parce que si on arrive à comprendre ces populations fragiles qui sont dans une situation extrême, si on arrive véritablement à personnaliser les services pour ces personnes, à plus forte raison, on saura personnaliser les offres de services pour les personnes qui sont aujourd'hui incluses dans le monde du travail, mais qui sont fragilisées du fait justement de l'automatisation des activités et qui vont devoir donc aller rentrer dans les processus de reconversion professionnelle. Et donc nous véritablement, on a une sorte de terrain d'expérimentation où on va réussir à comprendre qu'est-ce que c'est que se mettre à la place de l'utilisateur, comprendre ses problématiques et ensuite d'apporter les services, plutôt que d'essayer d'avoir un service uniforme qui s'adresse à tout le monde. Et c'est véritablement ça ce qu'on vise, parce qu'on est pleinement conscient qu'à terme, et ça va venir très vite, hein, vous l'avez signé, en 2030, en 2030, il y aura 50 millions de personnes qu'il faudra reformer, ou 90 millions même, 80 millions en Europe. Donc ça veut dire concrètement, les entreprises vont avoir à faire face à un véritable défi de reconversion, non pas en une seule fois, one shot comme on dit, mais permanent. Oui, et ça pose la question de la formation, mais ça on y viendra un peu plus tard, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire sur la formation. Mais ça veut dire que la pérennité d'un métier, Abraham Hamzaoui, elle est plus garantie à l'échelle d'une carrière. Il faut vraiment intégrer ça, quoi. C'est exactement. En fait, même la durée de vie professionnelle va s'allonger. On parle de 60 ans. Donc pendant 60 ans, il va falloir apprendre. On ne va plus avoir des profils en T, c'est-à-dire une compétence, une maîtrise de métier qu'on va acquérir une fois dans sa vie et qu'on va pouvoir exploiter toute sa vie professionnelle. Non, c'est plusieurs expertises à acquérir à intervalles réguliers. Et on estime qu'il aura 4 à 5 expertises à acquérir tout au long d'une vie professionnelle. Donc vous voyez bien les enjeux que ça pose, et ça concerne tout le monde en fait. Il ne faut pas penser que c'est uniquement les activités non qualifiées, ça concerne effectivement également des personnes qui ont des activités qualifiées, comme les financiers par exemple, avec l'automatisation des activités, l'intelligence artificielle, où il y a beaucoup d'activités qui vont être prises en charge par la machine, et la question qui se pose c'est comment va évoluer le métier des financiers et quels vont être les nouveaux métiers qui vont apparaître, puisqu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, et la plupart des métiers qui vont exister dans 5 ans, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Roxane Martin, là aussi, We Take Care, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de rendre le numérique accessible à tous, c'est ça ? Oui, effectivement, l'outil Les Bons Clics, qui aujourd'hui bénéficie à plus de 20 000 aidants, c'est vraiment cette idée de mettre des ressources à disposition de ces accompagnants de terrain pour accompagner des publics sur les bases du numérique, depuis les bases du numérique jusqu'à certains services plus avancés. Et c'est là que je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que ces compétences numériques, c'est pas un socle immuable, il va être amené à se renouveler, à se développer et à s'enrichir tout au long des années qui sont devant nous.
Judith Laure Mamoumani, on l'a dit tout à l'heure, le numérique vecteur de progrès social, ça c'est quelque chose que vous ressentez vous aussi à travers les entreprises, les startups que vous pouvez financer, que vous pouvez aider? Complètement. On a, et bien heureusement, en fait, de plus en plus de startups qui se saisissent du numérique pour répondre à une problématique sociétale. Par exemple, notamment dans l'éducation, dans ce qu'on appelle des EdTech. Mais justement, on a réalisé un investissement très dernièrement dans une start-up qui s'appelle Mobidis, une start-up nantaise. Et Mobidis adapte des livres numériques pour les rendre accessibles aux jeunes lecteurs dyslexiques. Et justement, en fait, elle adapte ses manuels scolaires donc pour les collégiens, pour les lycéens. Et donc là, on se rend bien compte que le numérique est utilisé pour avoir un progrès social, puisque quel plus beau progrès on peut avoir qu'une meilleure inclusion scolaire. Et nous, typiquement, à la Maïf, évidemment, et encore plus dans le fonds Maïf Investissement Social et Solidaire, on recherche comme ça des projets qui utilisent le numérique pour aller vers une égalité des chances, notamment dans l'éducation, la formation, comme vous avez pu le dire. Et cet accompagnement, donc, il va jusqu'où? Il se prolonge dans le temps? Quand vous décidez d'aider une entreprise comme Mobidis, ça peut durer combien de temps, ça? Alors, quand on investit, on a un investisseur de long terme. Donc, c'est-à-dire que, comme tout investisseur financier, on est là, nous, en général, pour une durée de 5 à 7 ans. Donc, on accompagne la structure dans son changement d'échelle, dans son passage à autre chose, dans toutes ces problématiques de développement ou de primo-développement. Et effectivement, on est là par un suivi parfois quotidien, parfois hebdomadaire, en tout cas, un suivi très, très proche, avec l'espoir, justement, par notre accompagnement de financeurs solidaires, de développer l'innovation sociale qui a été identifiée. Abraham Hamzaoui, on va parler des jeunes en situation de fragilité. Les anglo-saxons, ils parlent des NEET ou des NET, je sais pas, Not in Employment, Education or Training, donc ni en emploi, ni en études ou en formation. Ça représente quoi en France? Je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais ça représente quelle part de population? Ça représente pas loin de 2 millions de personnes, donc effectivement, c'est un vrai sujet. Et nous, justement, en nous inspirant de l'innovation sociale avec nos partenaires, notre idée, c'est véritablement d'essayer de prendre ces jeunes, d'arriver en fait à les embarquer sur nos projets. Et ça va faire justement l'objet de l'expérimentation, de transposer une innovation sociale dans le monde de l'entreprise. Comment faire en sorte que des personnes qui sont, comme vous dites, des NEET, ni en emploi, ni en formation, comment est-ce qu'on arrive à les intégrer dans une logique d'inclusion professionnelle, mais aussi de développement dans la durée de leur capacité professionnelle. Et donc c'est véritablement ce sur quoi nous allons vraiment porter notre expérimentation pour essayer de trouver le modèle adéquat grâce au digital. Alors il y a une logique de compagnon digital, un mix entre l'accompagnement humain, qui est indispensable, qui est incontournable, et la partie digitale où certaines activités, certaines tâches répétitives ou certains types d'exercices pourraient être pris en charge par digital, dans la formation par exemple, ou dans l'acquisition de compétences, et avec un accompagnement humain qui permet véritablement à la personne de se sentir autonome, responsable de ce qu'elle fait dans l'entreprise pour pouvoir développer ses compétences. Et nous, de ce qu'on a vu de l'expérimentation, de l'association Travailler à prendre ensemble, c'est que la principale chose qui caractérise les travailleurs de cette association, c'est qu'ils se sentent responsables de l'entreprise. Et ils se sentent autonomes et ils se sentent libres de prendre des initiatives. Et moi, je porte la conviction que ces jeunes, ces NEET, comme vous dites, qui sont en tout cas définis comme tels, on a la possibilité véritablement de les intégrer durablement dans l'emploi parce qu'on va réussir à les responsabiliser, à les autonomiser progressivement. Et c'est justement ça tout l'enjeu de notre expérimentation. Travailler et apprendre ensemble. C'est le nom de cette association. C'est quoi exactement son cœur d'activité? Alors c'est une association qui est affiliée au mouvement ATD Quart Monde. Qui fait du reconditionnement de PC essentiellement, mais ils font aussi de la peinture, du ménage, d'entretien d'espaces verts, et donc ce qui leur permet d'avoir différents niveaux de complexité d'activité pour pouvoir intégrer des personnes très éloignées du travail, avec un accompagnement de personnes de cadres souvent issus de l'entreprise, qui les forment, qui les aident à intégrer l'entreprise, et donc ils ont un chemin vertueux de développement de leurs compétences. Aujourd'hui, ils en sont reconditionnement PC, peut-être demain, ils vont aller vers d'autres activités à plus forte valeur ajoutée économique. Roxane Martin, un exemple comme celui de travailler et apprendre ensemble, ça peut effectivement inspirer des entreprises classiques, je mets des guillemets à classiques?
Oui, alors la difficulté de ces modèles, c'est, en tout cas d'entreprise, c'est la rentabilité sur certaines activités, notamment pour les activités qui concernent les publics les plus fragiles. Nous, c'est vrai qu'on a la conviction que c'est des activités qui sont difficilement rentables et sur lesquelles le modèle, en tout cas, est à réfléchir peut-être d'une autre manière. En tout cas, qu'il y ait un investissement des entreprises sur ce type de démarche d'insertion me semble tout à fait essentiel et me semble effectivement tout à fait engagé dans le cadre de la démarche du déclic que je vous décrivais tout à l'heure. Il y a d'autres manières aussi pour les entreprises de s'investir et notamment en étant les premières pourvoyeuses de bénévoles. On travaille notamment avec la Fondation SFR et le groupe Altis sur la mobilisation de bénévoles au bénéfice de ces jeunes. Et donc il y a aussi, je pense, une diversité des modèles envisageables. Quand vous entendez Abraham Hamzaoui parler de compagnon digital, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors oui, c'est complètement l'idée qui est aussi celle du déclic, donc je ne peux que partager l'idée qu'on soit tous porteurs de compétences et qu'on puisse en faire bénéficier notamment des jeunes en insertion me semble tout à fait souhaitable si on veut être à la hauteur de l'enjeu. Judith Laure Mamoumani, sur ce chapitre de l'innovation sociale, il y a une autre entreprise que vous accompagnez, c'est le comptoir de campagne. Il faut nous les présenter, de quoi s'agit-il ? Alors, le comptoir de campagne, c'est une jeune entreprise qui est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a développé, en fait, qui d'abord a identifié comme problématique sociale à laquelle elle s'est attelée à répondre, la problématique en fait de la désertification des zones rurales et notamment l'absence de commerce de proximité dans les zones rurales. Et donc, partant de ce constat-là, ils ont développé un réseau de commerce de proximité multiservices pour justement réapporter de la vie, réapporter du commerce dans les zones rurales. Et donc, c'est effectivement un investissement qu'on a réalisé à l'automne dernier et pour lequel on est très, très fiers et qui, justement, répond à cette fracture territoriale en développant des nouveaux modèles organisationnels. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur ces nouveaux modèles économiques à aller chercher, enfin, qui est sur de l'hybridation de différents modèles économiques. Je pense que pour la question de l'innovation sociale, c'est extrêmement important, justement, d'être sur... on n'est pas sur des modèles économiques hyper standards. On est justement sur de la dentelle parce que c'est des problèmes qui nécessitent beaucoup d'ingénierie financière et technique. Oui, alors justement, Abraham Hamzaoui, est-ce que l'innovation sociale, ça suppose de repenser souvent l'organisation du travail ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Alors là, à ce stade, pas encore capable de le dire, puisqu'on a un modèle qui fonctionne et que, comme c'était souligné, c'est le problème, la rentabilité économique qui se pose. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire clairement, on a aujourd'hui un compagnon pour 3 ou 4 accompagnés. Donc vous voyez bien, si vous voulez démultiplier le modèle, ça va être un peu compliqué pour avoir assuré une rentabilité, ou en tout cas dégager des excédents qui puissent être réinvestis dans l'activité. Donc nous, on est en train de voir avec le digital, donc là vous parlez du modèle organisationnel, est-ce qu'avec le digital, on va devoir changer de modèle organisationnel pour avoir un compagnon humain, peut-être pour 10, 15, 20 accompagnés. Et on pense que c'est là la piste vers laquelle il faut s'orienter pour justement trouver un modèle économique qui fasse qu'on dégage des excédents avec l'activité économique qu'ils font. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait de reconditionnement de PC, pour pouvoir ensuite la réinvestir et améliorer en permanence cette organisation du travail. Alors si on sort de l'exemple de travailler et apprendre ensemble, plus généralement, on a évoqué tout à l'heure, vous avez commencé à en parler, la formation. Est-ce que vous diriez que les systèmes de formation tels qu'ils existent aujourd'hui, ils sont inadaptés ou mal adaptés en tout cas ? Alors, effectivement, c'est une question sur laquelle on s'est également penché. Et donc, pareil, on a la même démarche. On va voir les personnes qui ont suivi les formations, qui ont suivi des programmes de reconversion. On interroge aussi les formateurs. Et ce dont on se rend compte, en fait, c'est que les personnes, elles restent très longtemps sans formation. Et tout d'un coup, en quelques semaines, quelques mois, elles doivent se reconvertir. Et donc la question qui se pose ici, c'est l'accompagnement. C'est déjà la formation en elle-même, elle est un peu brutale, dans le sens où ils n'ont pas le temps de tout assimiler, pas d'être mis en confiance. Parfois, ils ne voient même pas le sens de ce qu'on leur demande de faire. Pourquoi se reconvertir ? Pour quel but ? Pour quelle trajectoire professionnelle ? Et après, il y a l'accompagnement. C'est qu'une fois qu'ils ont été formés,
pour les intégrer dans des équipes de travail, c'est compliqué aussi, parce qu'on se dit, mais ils n'ont pas vraiment d'expérience dans le domaine, donc c'est toujours un biais de discriminant, c'est de dire, bah voilà, il ne connaît pas le métier, donc on ne peut pas lui faire confiance, donc c'est difficile. Donc il a subi 5-6 semaines ou plusieurs mois difficiles, et en plus, on ne lui accueille pas à bras ouverts pour sa bonne mission. Donc c'est pour lui la question de l'utilité de la formation qui a déjà été rude, parce qu'elle est un peu trop rapide, voire violente, et puis on se dit, mais à quoi ça sert? Voilà. Donc alors, c'est quoi la solution, d'après vous? Nous, ce qu'on est en train de travailler également, c'est de se dire, c'est déjà de rentrer dans une logique de formation en continu, c'est-à-dire de diluer cet effort de formation, et pour que cet effort de formation soit véritablement intégré à son environnement de travail, soit permanent. Et surtout, on réfléchit, pareil, sur la notion de compagnon, d'accompagnement. Comment faire qu'un formateur ou quelqu'un qui a l'expertise puisse transmettre son expertise et puisse aider ces personnes à acquérir de nouvelles compétences dans la durée et progressivement, et à un moment donné, valider l'acquisition de ces compétences pour le mettre en bonne situation et en situation de preuve pour pouvoir être accepté sur un nouveau projet. Alors, on va prendre un autre exemple avec vous, Judith Laure, c'est la cravate solidaire. Alors, c'est quoi et puis comment vous les aidez? Alors, la cravate solidaire, c'est vraiment un exemple justement d'un autre type d'accompagnement dont ont besoin certaines personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc là, on est vraiment sur leur slogan, c'est l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue quand même fortement. Et donc finalement, ils récupèrent des vestiaires, des costumes, des tailleurs de nous tous, et ils accompagnent les chercheurs, ceux qui cherchent un boulot, en leur faisant en les coachant, et ce qui passe notamment par le costume. Et donc, clairement, ils accompagnent ces gens, et avec des résultats extraordinaires. Ils préparent à un entretien d'embauche. Ils les préparent à l'entretien d'embauche, tout à fait, déjà en redonnant fortement confiance en eux. Et donc, nous, c'est un projet qu'on accompagne, alors encore là, sur une innovation, une innovation financière qui s'appelle les contrats impact sociaux. Donc, des contrats tripartites avec des investisseurs, avec l'État. Et donc, on les accompagne en participant à ce contrat impact social. Et là, on est complètement dans l'innovation sociale pour l'égalité des chances par rapport à l'emploi. Roxane Martin, je termine avec vous. Est-ce que vous diriez que pour accélérer les bonnes pratiques, pour booster cette innovation sociale là, qui nous réunit depuis tout à l'heure, il faut une meilleure évaluation, peut-être des labels, enfin valoriser finalement cette innovation, cet engagement? Alors, il y a un double tranchant des labels qui est que il y a un côté normalisation peut-être aussi derrière le label qui parfois déroule sur des situations qui sont toujours un peu spécifiques et où parfois, comme c'était rappelé, il faut travailler un peu dans la dentelle. Donc à la fois j'ai une petite réserve vis-à-vis des labels, mais en tout cas pas vis-à-vis de la valorisation de ce qui est fait et de l'importance et aussi de l'impact social et économique de ce qui est fait. Et ça, effectivement, d'avoir une réflexion, je dirais, plus en continu sur l'impact économique, en fait, d'investir sur l'insertion et la formation continue, ça me semble tout à fait essentiel de le faire. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'était vraiment passionnant et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro d'Éthique et Smart. Éthique et Smart vous a été présenté en partenariat avec Sopra Steria Next pour un monde numérique audacieux et responsable.